ravi de vous retrouver sur i24 News. Nous sommes le jeudi 2 avril et nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'actualité, dont voici tout de suite le sommaire. Nucléaire iranien, le marathon diplomatique se poursuit. Alors les négociations se trouvent-elles dans leur dernier mètre? Comme l'a affirmé cette nuit Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française. On tente de démêler cet imbroglio politico-diplomatico-nucléaire dans quelques instants. Quid à présent d'un autre théâtre de négociation sur la scène intérieure israélienne cette fois? Les négociations pour la formation d'une coalition gouvernementale se poursuivent avec en toile de fond les rumeurs d'un gouvernement d'union qui persiste. Et sans relation aucune, nous parlerons de binge drinking ou biture express si vous préférez. Autrement dit, c'est la consommation de 12 unités d'alcool, voire plus, à un moment donné, typiquement en fin de semaine. Conséquences, affluence aux urgences, accidents de la route et augmentation du nombre de policiers en service. Betsabé Salem décortiquera pour nous ce nouveau phénomène de société. Voilà donc pour l'essentiel des titres que nous développerons dans cette audition avec nos invités. Avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de retrouver Jacques Neria. Bonjour. Bonjour. Ancien officier des services de renseignement israéliens, ancien négociateur également. Vous nous parlerez de vos expériences multiples dans la négociation. Mathias Inbar, bonjour, merci d'être avec nous. Et Maurice Ifergan, on s'attardera sur la revue de presse israélienne dans quelques instants. Juste avant, bien évidemment, Mohamed Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, qui a exhorté les grandes puissances à saisir le moment pour un accord. Le moment est venu pour l'Iran de prendre des décisions. Presse de son côté la Maison-Blanche. La partie de ping-pong qui n'est donc pas terminée et l'impatience qui se fait ressentir. Le point en image. Peu d'informations filtrées ce mercredi des négociations à Lausanne entre l'Iran et les grandes puissances. Si les deux parties ont accepté de jouer les prolongations 24 heures de plus, rien n'indique qu'elle soit prête à signer un accord coûte que coûte. Ainsi, pour la République islamique, tout compromis sur son programme nucléaire passe par la levée totale des sanctions. Et le régime souhaiterait conserver un nombre conséquent de centrifugeuses, officiellement à des fins de recherche scientifique. Ces sujets de blocage sont au cœur de la dernière ligne droite diplomatique. Ces dernières heures, John Kerry et son homologue iranien Mohamed Zarif se sont longuement entretenus en tête-à-tête. Ce sont eux qui annonceront ou pas un dénouement. Pendant ce temps, à Jérusalem, Benyamin Netanyahou continue d'accentuer la pression sur les grandes puissances. Les informations en provenance de Lausanne ne le rassurent toujours pas. Un meilleur accord réduirait significativement les infrastructures nucléaires de l'Iran. Un meilleur accord lierait l'allègement éventuel des restrictions sur le programme nucléaire iranien à un changement du comportement de l'Iran. L'Iran doit arrêter son agression dans la région, arrêter son terrorisme partout dans le monde et arrêter ses menaces d'anéantir Israël. Ce message, le Premier ministre israélien l'a réaffirmé devant son ami, le républicain John Bonner. 3 semaines après avoir été son hôte au Congrès, Benyamin Netanyahou l'a invité à son tour à Jérusalem. Notre délégation a passé les 5 derniers jours au Moyen-Orient et quel que soit l'endroit où nous étions, le message fut le même. Il n'est pas possible de continuer à détourner le regard sur les menaces qui nous font face. À Lausanne, si les grandes puissances semblent jouer à quitte ou double avec l'Iran, Benyamin Netanyahou se prépare déjà au jour d'après, avec ou sans accord. Alors justement, Jacques, on va revenir sur ce terme d'accord. C'est ce qu'ils sont venus chercher finalement, ces négociateurs? Écoutez, on a commencé très haut, à l'Olympe, et finalement on est arrivé aux enfers. Donc ce qu'il faut, c'est tout simplement, actuellement, ce que veulent les deux parties, c'est arriver à une déclaration commune qui permettrait la continuation des négociations jusqu'en juin. Donc il n'y a pas aujourd'hui de sujet important à atteindre un accord. Il n'y a pas d'accord aujourd'hui. Les positions des deux parties sont encore trop éloignées. Il y a les positions sont telles polarisées qu'il n'y a aucun moyen aujourd'hui de trouver un dénominateur commun.
justement, quels sont-ils ces réels points de dissension entre les parties? C'est très simple. Il y a de la période de temps de contrôle des Iraniens. Il n'y a pas d'accord de plus. Est-ce que c'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est 20 ans? Naturellement, les Iraniens veulent que la période soit la plus courte possible. Ils veulent la levée des sanctions maintenant. Il y a aussi à discuter le mécanisme de levée des sanctions. Est-ce que ces sanctions seraient remises en place si jamais les Iraniens, ça aussi c'est à discuter. C'est le matériel nucléaire iranien. Est-ce que oui ou non il sera exporté en Russie? Est-ce qu'il sera tenu par les Russes? De quelle manière? Le nombre de centrifuges, les autres installations soi-disant militaires que les Iraniens ne veulent pas laisser les contrôleurs se promener là-bas pour savoir ce qu'ils font. Et surtout, je dirais, certaines niches cachées par les Iraniens concernant leur programme nucléaire, comme par exemple les ogives nucléaires de leurs missiles balistiques. Tout cela, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, les positions sont restées les mêmes. C'est Khamenei à partir de Téhéran qui dicte la position du négociateur. Et le négociateur, aujourd'hui, s'est transformé... Alors justement, est-ce que c'est ça qui manque finalement? C'est une décision politique, un feu vert qui viendrait de Téhéran et pas forcément de Lausanne? Il n'y a rien justement que ça qui manque, effectivement. Chez les Américains, l'instruction a été claire. Essayer de retourner à Washington avec un accord, alors que chez les Iraniens, essayer que cet accord soit le moins nocif aux intérêts iraniens. De cette façon-là, naturellement, il n'y a pas moyen d'arriver à un accord. Et Khamenei, il en est où? Alors, Khamenei, il y a un problème très simple, un problème, je dirais, de patrimoine national iranien. Pourquoi est-ce que nous, l'Iran, ne serons pas libres d'avoir notre programme nucléaire? Est-ce que vous faites la même chose concernant Israël, concernant la Corée du Nord, concernant le Pakistan, concernant l'Inde? Pourquoi nous serions, je dirais, l'exception à la règle? Tout cela, naturellement, c'est la position iranienne. Et de cette façon-là, ils veulent que finalement l'accord soit le moins nocif à leurs intérêts nationaux, c'est-à-dire qu'à leur garder une liberté d'action. Aujourd'hui, les Iraniens sont à 3 mois d'une bombe atomique. Les Américains veulent retarder ce processus et le mener à 1 an. 1 an en arrière. Et je dirais, c'est l'ultime problème. Est-ce qu'on va laisser les Iraniens à 3 mois du seuil nucléaire ou à 1 an Et là, naturellement, c'est la grande question. Reculer pour mieux sauter, finalement. Je voudrais qu'on prenne une réaction à Paris de Christian Mallard, notre spécialiste en relations internationales. Christian, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, ces prolongations, finalement, cette nouvelle arrivée de Laurent Fabius ce matin, est-ce qu'on doit le voir plutôt comme un bon signe? Écoutez, Laurent Fabius est sans doute, parmi tous les membres de la négociation, l'homme qui a été le plus ferme, le plus dur avec l'Iran, avec les négociations avec les Iraniens. Je pense que c'est celui dont la position se rapproche le plus d'Israël et celle de Benjamin Netanyahou, parce qu'il a compris le jeu des Iraniens. Donc s'il retourne aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être une chance, non pas d'avoir, comme l'auraient souhaité les Américains, un accord qu'ils qualifient d'historique avec l'Iran, mais en même temps se dire qu'il y aura peut-être un protocole d'entente, un protocole sur la poursuite, en effet, ce que disait Jacques Neria à l'instant est juste, la poursuite de discussions durant lesquelles on aplanira les difficultés qui subsistent, et il y en a encore, surtout il y en a 2, d'après ce que nous disait hier soir les proches de Laurent Fabius. Il y a toujours cette levée des sanctions que les Iraniens veulent immédiate et totale. Et là, naturellement, les Occidentaux répondent « Attendez, nous, on veut pouvoir quand même vérifier si vous respectez vos engagements. » Les Français vont même plus loin. Ils demandent un accord juridiquement contraignant. Mais le terme juridiquement contraignant, vous pensez bien, je ne sais même pas si ça se traduit en farsi, en persan. Les Iraniens ne veulent pas entendre parler de ça. Donc, aujourd'hui, on va éviter la rupture. Ça c'est clair, on va essayer de dire on poursuit, ça sera comme les fois précédentes, et je ne pense pas qu'en plus, dans la mesure où les Iraniens veulent poursuivre un programme de recherche avec des centrifugeuses plus sophistiquées que celles dont ils disposent aujourd'hui et qui leur permettraient de continuer à enrichir l'uranium, c'est un peu un jeu de poker menteur, un jeu de fou, et je ne pense pas qu'on puisse tomber dans ce piège, sauf les Américains, M. Obama, qui est déterminé à avoir un accord avec l'Iran et qui pense qu'on peut faire confiance à ce régime qui est quand même très particulier. Alors justement, on va reparler de Barack Obama dans quelques instants. Je voudrais qu'on écoute le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Écoutez. On est à quelques mètres ou à quelques dizaines de mètres de l'arrivée, mais on sait bien que ce sont les derniers mètres qui sont toujours les plus difficiles. Donc on va essayer de les franchir, et en sachant que l'enjeu est très important, parce que c'est la lutte contre la prolifération nucléaire, et puis
d'une certaine manière la réintégration de l'Iran dans la communauté internationale. Alors justement, Christian, par rapport à ces propos qu'on vient d'entendre du ministre des Affaires étrangères français, la France, est-ce que d'une certaine façon, elle gomme au fur et à mesure ses oppositions, ses réticences, ou est-ce que ces prolongations qu'on voit se jouer en ce moment même, elles sont dues à l'insistance justement de la France d'obtenir un accord qui serait, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, aussi acceptable par Israël? Oui. Quand Laurent Fabius parle de réintégration de l'Iran dans la communauté internationale, la question est de savoir si on peut réintégrer l'Iran, justement, qui deviendrait une puissance nucléaire, encore une fois de plus. Parce que la seule chose qui intéresse les Iraniens, c'est la levée des sanctions. Sur le reste, encore une fois, ils ne sont pas prêts à faire des concessions et eux, ils veulent obtenir les sanctions. La levée des sanctions, c'est l'objectif qui a été fixé à M. Javad Zarif par le guide de la révolution, l'ayatollah Khamenei. Donc ça, c'est très clair. Donc, moi, je pense que, je dirais pas que Laurent Fabius a gommé toute l'opposition qui était celle de la France jusqu'à présent au déroulement de la négociation sur certains points. Je dirais simplement qu'il essaye de peser le plus possible pour que les Américains commettent le moins d'erreurs. Mais encore une fois de plus, on le voit bien, les entretiens en tête-à-tête ont eu lieu entre M. Zarif et M. Kerry. Donc la France aura du mal, je pense, malheureusement, à accepter un certain nombre de choses, mais en même temps, elle devra subir, sans doute, les pressions américaines qui sont quand même des Américains qui sont déterminés à obtenir quelque chose qui ressemblait à un accord. Mais franchement, je crois qu'il faut être très vigilant et puis émettre encore un certain nombre de doutes, plus que ça, concernant le jeu des Iraniens. Merci Christian. Une réaction, Jacques, à ce que vient de dire Écoutez, Christian a très bien décrit les choses. Je pense effectivement que nous sommes, je dirais, à un point déterminant des négociations. Et puis, il faudra tout simplement attendre les prochaines heures. Une remarque concernant les propos de Laurent Fabius concernant l'intégration de l'Iran dans la communauté internationale. Comment peut-on faire ça quand on sait que l'Iran est un pays terroriste, un pays dont les prolongations terroristes se trouvent aujourd'hui tout autour de nous, à partir de Beyrouth jusqu'à Sanaa. Donc il faut aussi inclure dans cet agenda une restriction très claire concernant l'activité terroriste de l'Iran, parce qu'autrement, à quoi ça sert? Donc l'Iran continuera à son hégémonie au Moyen-Orient, continuera un programme nucléaire caché, et tout simplement pour le plaisir de dire que nous avons un accord. Le fait d'avoir reçu des instructions d'Obama concernant l'accord avec l'Iran ne veut pas dire qu'automatiquement il y aura un accord. Je pense que les Français et les Allemands sont très vigilants, et je dirais même les Chinois sont très vigilants concernant les ambitions de l'Iran dans le domaine nucléaire. Alors une question, Jacques, qui me taraude moi en particulier depuis le début de ces négociations. Ça fait quand même plusieurs années qu'on discute, qu'ils se réunissent, qu'ils essayent de trouver, et on parle de pourparlers, de négociations pour trouver un accord. Vous qui avez été au milieu de négociations intenses elles aussi, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ces négociateurs, d'accord c'est leur métier, d'accord on a entendu John Kerry et le représentant russe dire je ne suis pas assez payé ou je suis assez payé, enfin bon ça c'est d'autres discussions. C'est important, mais oui, mais ce n'est pas primordial. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a envie de claquer la porte, où on est lassé des négociations, même si on est négociateur? Écoutez, les négociateurs sont en principe des fonctionnaires. Donc, je dirais, ce ne sont pas des politiques. Les politiques se cachent derrière, sont toujours derrière, sont à Jérusalem, à Washington, à Paris. Donc, ils envoient, je dirais, une équipe d'éclaireurs. Les éclaireurs sont chargés de vérifier les positions en premier lieu. C'est un premier temps. On a des informations concernant l'adversaire ou, je dirais, le négociateur en face. Il faut tout simplement décoder le langage de notre partenaire. Un peu comme au poker, finalement. Tout à fait. Alors, si jamais on dit une solution juste et durable pour le Moyen-Orient, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'Israël va retourner aux frontières de 67. Donc c'est un décodage qui est très, très particulier. Et ensuite, il y a des moments où on tape du poing sur la table. Il y a des moments où on arrive, on est tout simplement exaspéré. On est exaspéré par une attitude, un mur. Vous vous heurtez à un mur. Tout ce que vous dites revient vers vous. C'est comme des murs réfractaires qui vous ramènent tout ça. Et puis, il y a aussi des missions qui sont impossibles. Je vous donne un exemple. À un certain moment, un fax était arrivé au bureau du Premier ministre avec en tête Palestine, nous retournons. C'était l'emblème du Fatah. J'amène le fax au Premier ministre. Je lui dis
Regardez, l'écusson ici dit que nous retournons en Palestine. Comment est-ce qu'on peut négocier avec les Palestiniens si jamais ils vont nous effacer? Tu prends l'avion, tu vas à Tunis et tu dis ça à Arafat. Si jamais et tu lui dis que si la prochaine fois il envoie un fax pareil, il sera jeté à la poubelle. Et tu lui diras ça comme ça. Alors maintenant, c'est une mission impossible. C'est le chef, c'est le président, c'est le chef, c'est d'une autorité, c'est un symbole. Et puis j'arrive à Tunis et pendant tout le vol jusqu'à Tunis, je me demande comment est-ce que je peux lui faire avaler. La façon dont vous allez aborder les choses. Alors j'ai commencé par Salomon, avec le jugement de Salomon concernant. Ça remonte loin. Vous savez, nous sommes dans une situation qui ressemble à ça, ou bien on tue le bébé, ou on le partage, on le donne à sa mère, ou à sa mère adoptive. Et puis en fin de compte, il me dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes venu? Tu es venu. Je dis, écoutez, il y a quelque chose de très particulier. On a reçu, je suis certain que ça ne vient pas de votre bureau. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, il y a un fax avec un en-tête. Je pense que ce n'était pas l'intention. Alors il me dit, mais quoi? Il dit, vous avez mis là-dessus que vous revenez et puis vous avez effacé Israël. Il dit, le Premier ministre a dit, jetez ça à la poubelle. J'ai dit, à peine avoir terminé ça, Arafat s'est emporté. C'était la colère du siècle. Je dis, heureusement que nous sommes en pourparlers, autrement il m'aurait mis dans un bain d'acide. Il a commencé à crier, à dire, je suis le président, grâce à moi, 127 pays du monde vous ont reconnu, etc., etc., etc. Et moi, je me suis tué, je dis, ne parle pas, ne dis rien, regarde le plafond. Il continue à écouter, il y avait tout autour de nous, tout ça. Et puis il me regarde comme ça et il lui dit, mais vous ne dites rien. Je dis, écoutez, vous avez assez crié, est-ce qu'on peut continuer à négocier? Alors il a éclaté de rire, il dit, ce Libanais, il va nous tuer tous. Et voilà la façon de Jacques Myriam pour dénouer les problèmes. Merci Jacques de nous avoir livré ces quelques impressions de négociation. On va passer à la revue de presse à présent avec vous, Maurice. Et on commence avec le Yediot Ahronot qui titre sur une réponse israélienne à l'Iran et au Hezbollah. Voilà, et cette réponse s'appelle Baguette Magique. C'est le nouveau système antimissile testé hier avec succès par les services de sécurité. Alors, le système Baguette Magique complète l'arsenal antimissile israélien. Il s'agit d'un système antimissile à longue portée capable d'intercepter des missiles balistiques d'une portée de 270 km et chargé d'une ogive offensive. Alors il complète le système parce qu'on avait le système Dôme de fer conçu pour intercepter des missiles à courte portée 70 km. Alors, est-ce que c'est une menace? On entend ces derniers jours, Mathias, beaucoup parler de cette menace du Hezbollah qui s'est armé en puissance encore plus que lors de la dernière guerre et qui est farouchement motivé pour se lancer dans une guerre contre Israël. Le tracé de la frontière a changé entre Rosh Hanikra et quasiment de l'autre côté Zarzis, qui sont les deux points, en tout cas du côté syrien et du côté libanais. Le tracé de la frontière est en train de changer par l'arrière-front israélien, tout simplement parce qu'il y a effectivement la menace de tunnels, mais aussi il y a menace de tunnels souterrains et bien évidemment la menace est prise très au sérieux par l'échelon militaire israélien. On continue dans cette avec Israël Hayom qui publie l'interview du général Nimrod Shefer, directeur de la planification à Tzahal. Alors Yoav Limor lui a demandé si l'armée de l'air israélienne pouvait se retrouver dans la situation où en 1981, et contrairement à l'avis des États-Unis, Israël avait détruit la centrale nucléaire irakienne d'Ozirak. Réponse du général Shefer, si cela a déjà eu lieu, il n'y a aucune raison de penser que cela ne se reproduira pas. Et à propos du jeu iranien à Lausanne, Nimrod Shefer a estimé qu'un pays qui ne veut pas produire d'armes nucléaires a de nombreux moyens de parvenir au nucléaire civil en se conformant aux contrôles internationaux. Malheureusement, a-t-il dit, ce n'est pas le cas de l'Iran. Et oui, l'heure de vérité pour le quotidien Haaretz. Oui, c'est assez intéressant. Le quotidien publie l'éditorial d'Aryeh Shavit. Et alors, il faut que je vous explique un peu de quoi il s'agit. Aryeh Shavit précise que 3 présidents américains, Clinton, Bush et Obama, se sont engagés à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Pendant une décennie, les Américains, les Européens et les Israéliens, écrit-il, ont travaillé ensemble sur ce dossier. La diplomatie de la carotte et du bâton a contraint l'Iran à négocier. Mais il faut se poser la question de l'après-Lausanne, dit-il. Qui se lèvera et dira à l'Iran « ça suffit ». Israël avait déjà essayé de le faire, mais le monde lui a tourné le dos. Il ne reste plus à présent à croire aux promesses iraniennes et à compter sur l'opinion publique internationale
internationale. Alors, 3 présidents américains, un Premier ministre israélien n'ont pas empêché finalement pendant plus de 10 ans naturellement, d'arriver, que les Iraniens arrivent à 3 mois de leur seuil nucléaire. Donc c'est très, je dirais, le succès est très, particulièrement relatif. Ça me fait penser d'ailleurs à la phrase d'Ehud Olmert. Ehud Olmert qui est en ce moment sous le regard de la justice israélienne, mais en tout cas il avait été interrogé juste avant cette campagne électorale, et il avait dit moi, lorsqu'on me posait la question de savoir ce qu'il fallait faire contre l'Iran ou contre la Syrie, contre nos ennemis, je le faisais de manière secrète. Une pique à Benjamin Netanyahou, notamment sur la manière dont il a frappé la centrale, en tout cas ce que la Syrie lui impute, en tout cas la frappe israélienne contre la centrale nucléaire syrienne. Et comme on dit en hébreu, une autre victoire comme celle-ci, on a tout perdu. En tout cas, le Jerusalem Post titre, lui, sur cette nucléarisation du Le Proche-Orient. Jerusalem Post élargit l'angle. Un accord entre l'Iran et les grandes puissances pourrait conduire le monde arabe à contrer l'expansionnisme chiite au Yémen, en Irak et partout ailleurs, avant que Téhéran ne se procure l'arme nucléaire. Et dans ce contexte, les Saoudiens, écrit le Jerusalem Post, sont les plus inquiets et réclament à leur allié américain une aide militaire accrue. Mais en prévision d'un éventuel accord sur le nucléaire iranien, écoutez bien ce qui est écrit dans le Jerusalem Post, l'Arabie Saoudite pourrait se procurer au Pakistan une bombe nucléaire dès que l'Iran aura produit sa propre bombe. Voilà, tout un programme. Alors, on a beaucoup parlé de nucléaire. Le Maarif qui se concentre, lui, sur les affaires intérieures et ce gouvernement d'union nationale. Alors, 2 semaines après les élections, le quotidien Maarif publie un sondage sur les tractations pour la constitution du prochain gouvernement. Eh bien, près de la moitié des Israéliens, 49%, sont favorables à la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Seuls 39% souhaitent un gouvernement de droite. Les plus favorables à un gouvernement de droite, les électeurs du parti judaïsme de la Torah et Beit HaYehudi. Les plus favorables à un gouvernement d'union, vous allez être surprise, les électeurs du parti centriste Yesh Atid. Allez Mathias, on a beaucoup parlé nucléaire iranien. On va s'intéresser à présent aux similitudes, ou en tout cas aux points de comparaison qui peuvent exister entre le dossier du nucléaire d'un côté, du nucléaire iranien d'un côté, celui du nucléaire nord-coréen d'un autre côté. Alors il est certes moins d'actualité, mais il marque jusqu'à aujourd'hui l'échec, une fois de plus s'il en est, de la communauté internationale face à l'intransigeance d'un État isolé. D'un État isolé, et oui Nathalie, j'ai choisi de vous parler de la Corée du Nord. Pourquoi ? Parce que c'est un cas d'école. Un cas d'école, en tout cas, qui pourrait être étudié dans n'importe quelle école de relations internationales. Tout simplement parce que la manière dont un État s'est littéralement joué de la communauté internationale, c'est jouer des grandes puissances, et plus exactement des États-Unis, j'ai envie de dire déjà. Tout commence en 1989, des photos satellites américaines dévoilent l'existence d'un centre nucléaire à Yongbyon, au nord de Pyongyang, la capitale. 4 ans plus tard, après s'être soumise à plusieurs inspections de l'AIEA, la Corée du Nord refuse que soient visitées des bases secrètes. Jacques Neria disait à l'instant que les Iraniens refusent également et menacent de quitter le traité de non-prolifération nucléaire, le TNP. Puis en 1994, face à la diplomatie agressive de Bill Clinton, j'ai envie de redire déjà, un accord est signé avec les États-Unis. Pyongyang s'engage à geler son programme nucléaire militaire en échange de réacteurs civils que vous voyez sur cet écran. Le projet de centrale à eau légère, finalement, n'aboutira pas. Et voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Est-ce que la Corée du Nord, du coup, elle respectera cet accord ? Bien évidemment. La Corée du Nord ne cesse de menacer la Corée du Sud d'employer l'arme atomique en cas de conflit. Je dirais là, c'est une situation impossible. Regardez, la Corée du Nord est complètement isolée, sous sanctions internationales, mais simplement le cordon ombilical est avec la Chine. Elle continue à survivre. Ça pourrait être la même chose avec l'Iran. L'Iran avec le cordon ombilical lié à qui ? À la Russie. Et voilà, on parlait de ces missions impossibles. Exact. Et pour répondre à votre question, oui. Et finalement, non. Parce que la Corée du Nord souffle le chaud et le froid, parce que 4 ans plus tard, le pays procède à un essai de missiles longue portée qui survole le Japon. Dans le même temps, il signe un moratoire sur les essais de missiles. Il souffle le chaud et le froid, donc, et Washington allège ses sanctions. Le sourire du dictateur Kim Jong-il fonctionne, comme celui d'ailleurs de Jawad Zarif aujourd'hui à la table des négociations à Lausanne, à tel point que pour la première fois de son histoire, Bill Clinton dépêche sa secrétaire d'État sur place en 2000, Madeleine Albright. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Elle parle d'un homme charmant. L'histoire montrera qu'elle a été dupée. On l'écoute. On m'a briefé sur l'homme que j'allais rencontrer et combien il était perçu comme bizarre pour nous. Il était décrit comme un homme reclus qui avait beaucoup de filles à ses côtés, un amateur de films X, en clair un homme bizarre dont on ne pouvait pas prévoir la réaction. Vous avez passé du bon temps ici ?
Il était en fait plutôt charmant. Alors que je savais tout ce qu'il avait fait de terrible, je pouvais simplement constater qu'il n'était pas fou. Il était bien préparé à ce qui allait se passer. Il pouvait répondre sans notes, il n'était pas seulement respectueux à mon égard, mais s'intéressait à ce que j'avais à dire. Il savait ce qu'il faisait, et oui, pour cause, pendant que les États-Unis changeaient de président, le républicain George Bush succédait à Bill Clinton, l'émissaire américain James Kelly se rendait en Corée du Nord. À son retour, il déclare que le régime nord-coréen admis l'existence d'un programme d'enrichissement d'uranium. Washington déclare alors caduc l'accord de 1994. La Corée du Nord annonce 2 mois plus tard à peine la reprise de son programme nucléaire. George Bush parle alors de son fameux axe du mal, où il inclut l'Irak et un fameux Iran. On écoute George Bush. La Corée du Nord est un régime armé de missiles balistiques longue portée et d'armes de destruction massive. Des États comme celui-ci et leurs alliés terroristes constituent un axe du mal. Et la suite de l'histoire, c'est quoi ? Bien, nouveau tir de missiles balistiques nord-coréens suivent des négociations longues, âpres, mais qui ne débouchent sur aucun résultat. Pire, la Corée du Nord réalise plusieurs essais nucléaires et si des sanctions sont certes imposées contre le régime de Pyongyang, le monde regarde avec impuissance le retour au nucléaire. La Corée du Nord déclare qu'elle réaménage et redémarre toutes les installations de son complexe de Yongbyon, y compris un réacteur arrêté en 2007. Alors, similitudes, différences, on a bien vu votre parallèle. Est-ce qu'il y a des relations étroites entre la Corée du Nord et l'Iran ? Ce sont des amis, plus qu'étroits d'ailleurs. Depuis les années 80, la Corée du Nord est l'un des importants fournisseurs, les plus importants fournisseurs d'armes du gouvernement iranien. On parle d'ailleurs de missiles nord-coréens aux mains du Hezbollah, qui ont été tirés d'ailleurs pendant la guerre de 2006, de la deuxième guerre du Liban contre Israël. On parle même de coopération nucléaire entre les deux pays, impliquant également la Syrie. Les frappes, je parlais un instant, de ces frappes contre une centrale syrienne en 2007, attribuées par Damas à Israël, montrent clairement des écritures en nord-coréen sur l'une des centrales. Et la question qui se pose, si Olmert a opéré en silence contre la Syrie, par le feu, que fait Netanyahou pour bloquer le programme nucléaire iranien? C'est la question d'ailleurs que nous avons posée en off hier à Moshe Ya'alon, le ministre de la Défense. Et le ministre de la Défense de nous répondre. Nul n'est prophète dans son pays et toutes les options restent sur la table. Et à la question que je lui ai posée personnellement, si Obama a clamé haut et fort que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire, Clinton en faisait de même pour la Corée du Nord. Pas de réponse. Ce parallèle, vous le faites aussi? Pas de réponse. Pas de réponse. Tout à fait. Mathias a tout à fait raison. L'exposé qu'il a présenté ici est tout simplement effarant, fait très peur parce qu'effectivement, les Iraniens se préparent une option nucléaire très claire. Il faut savoir comment l'arrêter et il faudra l'arrêter de toute façon de tous les moyens possibles et imaginables. Merci beaucoup, Jacques. Vous restez en notre compagnie. Mathias et Maurice, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques instants, on parlera d'autres négociations intérieures. Celle-là, en Israël, les négociations pour la formation d'une coalition gouvernementale qui se poursuivent avec, en toile de fond, les rumeurs d'un gouvernement d'union qui persiste. C'est à suivre juste après un nouveau journal. Il est présenté par David Klezewski. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning d'i24 News. Avec moi sur ce plateau, Jacques Neria qui est resté en notre compagnie. Rudy Saada, bonjour. Et Dror Even Sapir, merci à vous deux de nous avoir rejoints. On va parler dans quelques instants des tractations politiques qui continuent en interne en Israël pour la formation d'un gouvernement d'union. Autre élément, hier, la Palestine qui est devenue officiellement membre de la Cour pénale internationale. Procédure annoncée malgré les mises en garde d'Israël, mais effective donc depuis hier. Reste à savoir ce que comptent faire les Palestiniens de cette nouvelle prérogative. Léa Berdugoff. Il est exhibé comme un trophée. Le statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale, est désormais entre les mains des Palestiniens. Et ce mercredi à La Haye, l'heure est à l'émotion. C'est un moment très spécial dans l'histoire de notre peuple. L'État de Palestine est le 123e État à rejoindre la CPI. Ce jour est une étape importante dans la lutte contre l'impunité, pour la justice et la défense des droits de l'homme sans distinction. L'objectif de cette adhésion, se défendre contre la colonisation israélienne et autres violations internationales, selon les termes de Saeb Erekat, chef des négociateurs palestiniens.
Nous espérons que ceux qui tentent de faire pression sur les Palestiniens pour qu'ils ne s'adressent pas à la Cour comprennent que nous sommes les victimes. Ils doivent dire aux criminels de cesser leurs méfaits. La colonisation, la domination, la démolition de maisons, la poursuite de l'occupation, ce sont des crimes de guerre desquels Israël devra répondre. Ils avaient promis de déposer plainte immédiatement contre Israël devant la Cour, mais pour l'instant, les Palestiniens n'ont rien fait de tel, même si la procureure du tribunal a déjà ouvert un dossier. Pourquoi une telle attente? Certains médias israéliens ont fait état d'un donnant-donnant. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou verse à nouveau les taxes prélevées au nom de l'autorité palestinienne qui avait été bloquée après l'adhésion de la Palestine à la CPI. Et en échange, les Palestiniens attendent avant de déposer des plaintes. C'est un énorme mensonge, rétorque à cela un porte-parole de la direction palestinienne. Les Israéliens ont vivement réagi à cette adhésion. L'accueil des Palestiniens au sein de la CPI est cynique et hypocrite selon le ministère des Affaires étrangères. Si les Palestiniens déposent des plaintes devant la Cour, Israël pourrait faire de même, notamment concernant certains actes du Hamas lors de la dernière guerre à Gaza. Voilà donc pour cette adhésion, Jacques Neria, cette fois, c'est une négociation qui a finalement abouti pour les Palestiniens. Alors je disais tout simplement, si demain il y avait un club pour les aéronautes qui devrait arriver à mars, les Palestiniens seraient aussi acceptés. Avec le monde entier, je dirais aujourd'hui, est uni contre Israël. Quoi qu'on fasse, on sera toujours la bête noire de l'ONU. Ce qu'il faut se rappeler dans ce contexte-là, c'est la dernière phrase que Verdugo a dite, c'est le fait que c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que si l'autorité palestinienne est un gouvernement qui inclut aussi un gouvernement soi-disant d'union nationale qui inclut le Hamas, donc il est responsable aussi des actions du Hamas. Les actions du Hamas en tirant des milliers de missiles sur Israël, naturellement des missiles qui sont visés au centre civil, le kidnapping de jeunes adolescents, tout cela sont des crimes de guerre. Et les crimes de guerre peuvent être naturellement rapportés sur l'autorité palestinienne, l'autorité étant le responsable. Donc je dirais, avant d'employer cette arme-là, il faudrait que les Palestiniens pensent deux fois. Merci Jacques pour cette réaction. Alors un peu plus de 2 semaines après les élections législatives en Israël que vous avez largement suivi sur notre antenne, on ne sait toujours pas quelle sera la composition du gouvernement que formera Benjamin Netanyahou. Dror Even-Sapir, analyste politique, les négociations entre le Likoud d'un côté, les autres partis envisagés pour rejoindre la coalition continue, on a jusqu'au 5 mai pour boucler ce gouvernement, mais manifestement ça n'avance pas comme Netanyahou l'aurait espéré. Écoutez, en tout cas ça n'avance pas d'une manière très, très soutenue et c'était presque prévu en fait. À ce stade-là, si vous voulez, des négociations aussitôt, on ne s'attendait pas à ce que le Likoud et ses partenaires envisagés parviennent aussi rapidement à un accord sur la répartition des portefeuilles ministériels. Et il est fort probable que Benjamin Netanyahou utilise jusqu'au dernier moment la période qui lui est officiellement attribuée par l'État, par le président de l'État en tout cas, pour parvenir à un accord de coalition. Les choses ont un petit peu avancé entre le Likoud et les partis religieux, le Shas, le Yahadut HaTorah, qui sont des partis traditionnellement alliés. On a parlé des partenaires naturels du Likoud. Par contre, ça coince avec d'autres partenaires, par exemple le parti centriste de Moshe Kahlon, qui est lui-même issu du Likoud. Eh bien, hier, il a fait état de ses exigences et elles sont plus importantes. Il faut dire qu'il les a gonflées, ces exigences. Voilà, c'est ça, elles sont plus importantes que ce que l'on prévoyait, parce qu'outre le ministère des Finances, qui va très probablement revenir à Kahlon lui-même, eh bien, le Kulanu, c'est le nom du parti de Kahlon, qui n'est représenté que par 10 députés à la Knesset, c'est pas énorme, mais tout de même ça compte sur 120. Eh bien, il exige, outre le portefeuille des finances, celui de la construction et du logement, qui est un ministère clé alors qu'on sait que le problème du coût du logement est un problème endémique en Israël et qu'il a été central dans la campagne électorale, c'est aussi un portefeuille tout à fait politique, qui a une importance politique certaine lorsqu'il est question de construction au-delà de la ligne verte dans les territoires conquis en 67. Et le Kulanu exige également le portefeuille du ministère de l'Environnement, de la qualité de l'environnement, et puis aussi la présidence de la commission parlementaire des finances, qui en principe, elle, est justement réservée aux ultra-orthodoxes, au parti Yahadut HaTorah. Voilà, plusieurs commissions dont il exige la tête. Autre personne avec qui il bat blesse, c'est Naftali Bennett. Et là, avec Naftali Bennett, ça se passe
se passe encore plus mal qu'avec Moshe Kahlon. Vous savez, c'est un petit peu particulier parce qu'en grande mesure, le Likoud doit son succès à l'affaiblissement du parti de Naftali Bennett. On a beaucoup parlé du fait que Naftali Bennett ait perdu des voix au profit du Likoud, à qui il a dit sera lié. Le vote utile d'une grande partie des sionistes religieux, qui est le public de Naftali Bennett, a permis au Likoud de grimper jusqu'à ce chiffre très important de 30 mandats. Et bien évidemment, le foyer juif et Naftali Bennett sont affaiblis, sont inquiets et sont en colère. La radio militaire israélienne a diffusé un enregistrement, en principe un clandestin, d'un meeting interne entre Naftali Bennett et ses militants, et on a entendu Naftali Bennett s'en prendre à Benjamin Netanyahu en des termes très crus. Il se moque de nous. Pourquoi ne veut-il pas nous donner les ministères que nous réclamons d'une manière tout à fait légitime? Et là, il y a un problème, si vous voulez, qui est lié aussi à l'identité du parti que Naftali Bennett dirige, et aussi aux ambitions nationales de Naftali Bennett, parce que lui, il se serait vu ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, l'un des 3 portefeuilles les plus prestigieux du gouvernement, mais avec 8 mandats seulement, il ne peut pas véritablement exiger des portefeuilles aussi prestigieux. Et dans son propre parti, on pousse Naftali Bennett vers le ministère de l'Éducation, qui est un ministère moins prestigieux, mais qui est peut-être plus important pour le public que Naftali Bennett représente ou entend représenter, le sionisme religieux, qui voit dans ce portefeuille de l'éducation un portefeuille donc qui influence sur les nouvelles générations, un portefeuille tout à fait essentiel pour ce public sioniste religieux qui veut que les valeurs auxquelles il croit soient le plus possible partagées par la population israélienne et par les jeunes israéliens. Mais Naftali Bennett, lui, n'en veut pas. Lui, il se voit ministre des Affaires étrangères ou ministre de la Défense. Là, il y a un décalage très net entre Bennett et son propre parti. Plus prestigieux. Alors, du coup, face à ces difficultés, on a le sentiment que l'exutoire, ou en tout cas, c'est ce que la rumeur dit, l'exutoire de Benjamin Netanyahou, ce serait un gouvernement d'union nationale. Et là, il y a bien évidemment 2 explications possibles. Est-ce que ces rumeurs sur un gouvernement d'union nationale sont agitées par l'entourage de Benjamin Netanyahou pour dire justement à messieurs Kahlon et Bennett et aussi Lieberman, attention, ne soyez pas trop gourmands, parce que j'ai une autre carte à jouer, c'est celle d'un gouvernement d'union nationale. Et s'il y a un gouvernement d'union nationale, Bennett pourrait se retrouver dans l'opposition, par exemple. Donc c'est bien évidemment ce qu'il veut éviter. Donc c'est pour faire peut-être rabaisser les exigences de ses éventuels partenaires. Puis l'autre explication, c'est que face aux pressions internationales, dont on sait à quel point elles vont grandissant. On a vu ce qu'a dit Fabius sur la nouvelle initiative française à l'ONU sur la reconnaissance d'un État palestinien, ce qui se passe à Lausanne, l'accord en gestation sur le nucléaire iranien, et des pressions qui vont s'accumuler sur le dossier palestinien. Eh bien, face à cela, peut-être que Netanyahou voudrait véritablement gouverner avec le centre-gauche et mettre peut-être Yitzhak Herzog et un peu calmer la foule des Occidentaux. Finalement, est-ce que ce serait une échappatoire possible pour Netanyahou? Je ne pense pas que ce soit une échappatoire, je pense que c'est une légitimation. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'Iran en toile de fond. Donc le problème iranien, c'est un problème qui est primordial pour Israël et pour Netanyahou. Je pense qu'un gouvernement d'unité nationale devrait signaler aux Iraniens, aux Américains qu'Israël a d'autres intentions concernant l'Iran. Uniquement dans un gouvernement pareil où il y a une unité nationale, donc contre quelque chose qui pose, je dirais, une menace existentielle sur le pays. Un gouvernement de droite uniquement, il aurait plus de difficultés à faire porter sa voix sur la scène internationale. Un gouvernement de droite aurait un problème de légitimité internationale. Un problème d'union nationale avec Herzog et Tzipi Livni dedans donnerait à Netanyahou beaucoup plus de liberté de manœuvre. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut se rappeler qu'à propos de Bennett qui se voit toujours dans une guerre de tranchées, c'est à jouer le rôle de celui qui se jette sur les barbelés, et naturellement, Netanyahou l'a bien piétiné. Tzipi Livni, Yitzhak Herzog, ils en disent quoi? Ils seraient prêts à rejoindre un tel gouvernement? Quelque chose qui a attiré mon attention hier sur la page Facebook de Shelly Yechimovitch, l'ancienne présidente du parti Travis, qui a précédé Herzog à la tête du parti Travis. Une photo où on voit dans l'hémicycle de la Knesset Yechimovitch elle-même parler en aparté avec un certain Benjamin Netanyahou, et la légende de la photo, écrite par Shelly Yechimovitch, contact pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, puis quelques lignes après, poisson d'avril. Donc voilà, et au-delà de l'anecdote et du sourire, le parti Travis, l'Union sioniste, en fait, il y a 2 partis en quelque sorte. Bon, il y a
l'Union sioniste, c'est le parti travailliste, c'est le petit parti de Tzipi Livni, mais il y a deux attitudes possibles vis-à-vis d'un éventuel gouvernement d'union nationale. Il y a, si vous voulez, les héritiers du vieux Mapai, c'est-à-dire l'establishment travailliste, et Herzog représente tout à fait cette tendance-là. Ce sont des gens qui vivent mal le fait d'être dans l'opposition et qui veulent absolument gouverner, même dans un gouvernement d'union avec Netanyahou. Moi, je pense personnellement qu'Herzog n'attend que ça, un téléphone de Netanyahou lui proposant le portefeuille des Affaires étrangères. Et puis, il y a le nouveau parti travailliste en quelque sorte, représenté par Yerimovic dont je viens de parler, mais aussi par les animateurs de la contestation sociale de l'été 2011 qui siègent au Parlement dans les rangs travaillistes. Et ça, c'est un parti travailliste plus militant et plus apte à siéger dans les rangs de l'opposition. On verra en tout cas. Réponse dans quelques semaines. Merci beaucoup, Dror, d'avoir été avec nous. Rudy, on va évoquer avec vous ce matin une autre stratégie, celle cette fois de l'État islamique. Comment Daesh s'est adapté ces dernières semaines à la guerre que mènent les géants du web? Oui, alors sur le web, évidemment. Alors déjà, on va faire un petit rappel de l'histoire toute récente. Alors, on a souvent répété sur ce plateau, Internet a été, surtout pendant l'année 2014, un des outils les plus puissants de l'État islamique, autant peut-être que les armes, pour communiquer, pour fédérer à travers le monde et surtout donc pour recruter. C'est une stratégie qui a été finalement identifiée un peu tard par les pays de la coalition qui ont décidé d'agir fin 2014 avec de multiples conférences et surtout en créant des armées numériques pour surveiller et contrer ce djihad online. Alors, autre grand changement fin 2014 depuis début 2015, c'est l'attitude des géants du net, notamment l'attitude de Twitter. Parce que dans un premier temps, Twitter était plutôt frileux à la fermeture de comptes. Les conditions générales parlaient de liberté, de confidentialité. Et puis, finalement, sous la pression d'abord des internautes, puis sous la pression politique internationale, a dû se mettre à lutter contre les partisans de Daesh en fermant systématiquement les comptes et en donnant les coordonnées des gens qui ouvraient des comptes qui faisaient l'apologie du terrorisme. Donc aujourd'hui, on trouve effectivement moins de vidéos de décapitation, la propagande passe moins bien sur Internet et donc l'État islamique a dû réagir et repenser sa stratégie. Alors, stratégie, vous parliez tout à l'heure d'armée numérique, on parle de stratégie militaire carrément. Oui, et elle est clairement assumée. Le 26 mars dernier, les responsables de la communication de l'État islamique ont édité une vidéo intitulée « Lettre aux chevaliers des médias », une vidéo dans laquelle ils s'adressent directement à leurs partisans sur le net et le message est clair. Ils disent ceci: notre guerre est aussi une guerre médiatique. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont déployé des armées du net pour combattre l'État islamique. Allah les a vaincus. Ils n'ont pas pu arrêter les partisans de l'État islamique. Il y a clairement un appel à la réaction sur Internet et au-delà de la réaction, il y a donc une vraie stratégie. Alors comment on fait face à la fermeture des comptes justement? Alors on joue au chat et à la souris avec Twitter. On sait que les comptes vont être fermés. Donc ça ils l'ont intégré. Donc ils se sont fait tout simplement plus discrets. Même si l'État islamique cherche à maintenir ses comptes visibles, plusieurs comptes officiels diffusent des messages mais se maquillent en fait désormais. C'est-à-dire qu'ils ont des avatars, des profils moins reconnaissables. Au lieu de mettre le logo de l'État islamique, eh bien ils vont mettre un combattant anonyme, une rose, un enfant, ou voilà, ils protègent aussi leurs messages, surtout les comptes centraux. Ceux qui donnent l'information pour qu'elle puisse être relayée sont désormais des comptes fermés, des comptes privés. C'est-à-dire qu'il y a seulement 600 personnes qui ont accès et il faut une autorisation pour pouvoir avoir accès à ces comptes. Et ça fait partie des conditions d'utilisation de Twitter. On peut très bien avoir un compte fermé pour certaines personnes. Donc, ils sont moins visibles et ces comptes de communication officiels passent sous les radars de Twitter puisqu'ils n'ont pas finalement assez d'abonnés. Et c'est donc aussi sans comptes qui eux-mêmes sont aujourd'hui qui ont cette information de rediffuser et donc de faire effet boule de neige. Et 10% du temps de Daesh est consacré à recréer des comptes qui ont déjà été fermés. Ça veut dire que la stratégie a complètement été adoptée. Merci beaucoup de nous avoir relayé, Rudy, cette stratégie sur Internet. Donc, dans quelques instants, un tout nouveau journal. Juste après, restez sur i24 News, on parlera du Yémen. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning d'i24 News où j'accueille
Enfin, pour cette édition des femmes, avec moi ici présente Miri Maman. Bonjour. Miri Betsabé Salem, merci à vous deux de nous avoir rejoints. Alors Miri, dans quelques instants, on parlera avec vous du Yémen. Le Yémen sous le feu de la coalition arabe pour le 7e jour consécutif. Le bilan humain est lourd et s'alourdit de jour en jour. Le bombardement d'une usine a tué près d'une quarantaine de civils. De leur côté, les rebelles chiites ont mis la main sur la ville d'Aden. On fait le point en images, on en reparle juste après avec vous, Mireille. C'est une grande prise pour les rebelles chiites au Yémen. La ville portuaire d'Aden est désormais sous leur contrôle. La ville était livrée à l'anarchie et au chaos depuis le départ précipité jeudi du président Hadiki. C'est donc sans grande résistance que les Houthis sont entrés dans la ville à bord de chars blindés. Des Houthis soutenus par l'armée yéménite de l'ancien président Ali Abdullah Saleh, ce qui explique leurs victoires successives selon la coalition. Si les forces d'Abdallah Saleh Ali arrêtent de se battre aux côtés des Houthis, ils commenceront à reculer. Notre principal problème n'est pas la rébellion. Les rebelles sont peu nombreux et ne possèdent que des armes légères, comme la plupart des Yéménites. Ce sont les forces d'Abdullah Saleh Ali qui possèdent l'artillerie lourde. Elles possèdent toutes sortes d'armes. La coalition sunnite frappe les positions Houthis depuis une semaine, ce qui ne semble pas entamer la progression des rebelles. Bien au contraire, cela semble renforcer leur détermination. Mercredi, des milliers de Yéménites pro-rebelles sont descendus dans les rues de Sanaa pour manifester leur colère. Nous condamnons ce que font les services secrets saoudiens, américains et israéliens contre le peuple yéménite. Nous leur disons que nous viendrons et que nous vengerons chaque personne que vous tuez. Les combats font de nombreuses victimes civiles. Mercredi, 37 personnes ont été tuées dans le bombardement d'une laiterie dans l'ouest du pays. 80 autres employés ont été blessés. On ne sait pas si l'usine a été touchée par un raid de la coalition ou des tirs des rebelles qui tiennent une position proche, chaque camp se renvoyant la responsabilité. Et voilà, et au-delà de la responsabilité, Miri, il y a beaucoup de tués, beaucoup de réfugiés, des enfants aussi qui font partie des victimes, et ça a de quoi inquiéter l'ONU. Oui, l'UNESCO, vous savez, qui est chargé du bien-être de l'enfance dans le monde, s'est inquiété surtout que depuis 7 jours, les 7 jours où ont commencé les frappes, donc l'opération menée par l'Arabie Saoudite et la coalition arabe, il y a eu plus de 62 enfants tués sur le terrain dans des bombardements ou dans des combats, en tout cas, ce qui inquiète évidemment l'UNESCO qui appelle les deux parties à préserver les enfants dans ces combats, évidemment. Et puis ensuite, il faut savoir également que énormément de personnes fuient les lieux des combats et des bombardements, ce qui fait qu'il y a énormément de déplacés, des milliers de personnes déplacées, souvent sans rien, ni eau, ni nourriture, puisque l'aide humanitaire a beaucoup de mal à arriver sur place. Oui, parce que malheureusement, c'est toujours le même scénario quand on parle de guerre, qu'elle se trouve en Syrie, au Yémen ou ailleurs. Et puis de son côté, il y a le président yéménite, le président Hadi, qui a trouvé refuge, lui, à Riyad. Il est en exil, donc, et il appelle de ses voeux à une intervention au sol cette fois. Oui, donc c'est le gouvernement yéménite qui a fui les combats forcément pour ne pas tomber sous le coup des rebelles et qui appelle à une opération au sol. Pourquoi ? Vous le savez, ce sont des poches de résistance des rebelles qui avancent par petits groupes et qui sont très très difficiles à atteindre par des frappes aériennes. Donc il dit il faut absolument agir au sol et également toujours pour cette aide humanitaire. Si on agit par le sol et qu'on progresse au sol, eh bien on peut acheminer cette aide humanitaire pour arriver aux citoyens yéménites qui en ont bien besoin. Merci Miri pour ce point et un de ces grands titres donc, de l'actualité ce matin. Betsabé, on va voir avec vous l'actualité un peu différemment. C'est vos 5 clics. Vous nous avez donc sélectionné 5 actualités. On commence par la sécheresse qui accable la Californie, c'est un autre domaine. Oui, au point que le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a même dû réagir de façon exceptionnelle. Regardez sur place le Los Angeles Times. C'est la première fois dans l'histoire de l'État que la Californie met en place de telles mesures d'urgence, insiste le journal, des mesures de restriction qui doivent limiter la consommation d'eau de 25% et qui vont toucher aussi bien les agriculteurs que les citoyens ordinaires, les différents commerces que l'entretien des cimetières ou des cours de golf. Tous les grands quotidiens américains et étrangers même soulignent le caractère inédit de la mesure et le caractère
catastrophique, écrit Le Monde, de la situation climatique en Californie. Et pour cause, mardi, les observateurs sur place ont mesuré la plus faible accumulation de neige jamais enregistrée en 60 ans. Cette sécheresse sévère est d'autant plus inquiétante que ça fait 4 ans que la Californie souffre déjà. Et cette année, nous sommes bien proches d'une situation de crise, note le New York Times. Tandis que le Washington Post, de son côté, prévient même la sécheresse risque même d'empirer cet été 2015. Des pronostics, hein. Situation du monde qui est pas forcément... C'est difficile en tant que journaliste de devoir commenter à chaque fois cette actualité, pas forcément très réjouissante. D'autant plus que vous avez la mer derrière vous. Voilà, c'était pour adoucir un petit peu l'ambiance, mais bon. On prend la direction des Alpes à présent, le crash de l'A320 et cette vidéo prise par un téléphone portable qui aurait été celui d'un passager au moment du crash. Alors on en sait un peu plus. Alors, hier, Paris Match annonçait avoir visionné donc une vidéo tournée par un passager alors que l'avion se précipitait, on le sait, droit vers un flanc de montagne. Alors, les réactions n'ont pas tardé dans la presse avec un véritable branle-bas de combat. Y a-t-il eu ou n'y a-t-il pas eu de vidéo? Alors, les médias ont interrogé les enquêteurs qui doutent de la réalité du document, relève Les Échos. Le procureur de Marseille, Brice Robin, explique en effet qu'aucun des téléphones mobiles portables ramassés sur le lieu du crash par les gendarmes n'est parti en exploitation. Vous savez, parmi les 2, 3, 4 000 pièces de débris. Et dément, toujours Brice Robin, qu'aucune vidéo ne figure actuellement à l'enquête. Sauf que, Paris Match insiste, le journaliste qui aurait eu accès à ce document, comme il dit, après un long travail d'enquête, avec du contact avec plusieurs intermédiaires, prétend l'avoir visionné, je cite, des dizaines et des dizaines de fois. Ils l'ont regardé même ensemble avec la rédaction de Paris Match pour se demander s'il fallait effectivement en parler ou pas. C'est une vidéo qui est bouleversante, une vidéo qui donne le frisson, insiste Frédéric Elbert, puisque même si on n'y voit pas grand-chose, c'est le son qui est terrible, dit-il, la dimension humaine de la panique, de la détresse, des cris des gens dans l'avion. Alors je vous propose qu'on fasse le point, justement, vidéo ou pas. Regardez les détails en images. Ça devrait arriver. Ils font profil bas et se recueillent devant la stèle en hommage aux victimes. Le PDG de la compagnie Lufthansa et celle de Germanwings se sont rendus ce mercredi dans la commune du Vernet, à proximité des lieux de la catastrophe qui a fait 150 victimes. L'occasion de remercier les secours et d'affirmer qu'ils fourniront une aide continue aux familles des victimes. Encore une fois, nous sommes terriblement désolés qu'un accident si dramatique ait pu arriver à la Lufthansa, alors que nous faisons tant attention à la sécurité. Nous sommes désolés pour les pertes engendrées. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer cela. Par ailleurs, l'hebdomadaire français Paris Match révèle aujourd'hui avoir pu visionner un enregistrement de quelques secondes pris avant le crash et provenant d'un téléphone portable. Il aurait été récupéré dans les décombres par une source proche de l'enquête. Sur la vidéo, une scène chaotique qui montrerait des passagers complètement paniqués et parfaitement conscients de ce qui allait arriver. Mais du côté des enquêteurs, on doute sur la réalité du document. Le procureur de Marseille, Brice Robin, affirme qu'aucun des téléphones portables ramassés sur le lieu du crash par les gendarmes n'est encore parti en exploitation. Alors, qui dit vrai? La gendarmerie dément qu'en l'état actuel des investigations figure à l'enquête une ou plusieurs vidéos filmant le crash de l'Airbus A320. Une semaine après la catastrophe aérienne, la gendarmerie française a annoncé avoir collecté et évacué plus de 4000 pièces, des prélèvements humains et des débris de l'avion. Quant à la seconde boîte noire, les gendarmes estiment qu'elle pourrait se trouver à l'extérieur du périmètre de recherche. Alors beaucoup de questions quand on écoutait ce reportage, on n'a toujours pas trouvé la seconde boîte noire. Vous parliez de près de 4000 débris et puis cette vidéo, c'est assez curieux. Oui, ça m'a un petit peu interpellée quand j'ai lu l'information Paris Match qui aurait visionné la vidéo et donc n'aurait pas l'enregistrement en sa possession, c'est ce que dit Paris Match, ce qui déjà paraît assez étonnant par rapport au fait qu'ils disent qu'ils l'ont visionné une dizaine de fois sans l'avoir réellement en main. Voilà, c'est des choses qui posent question évidemment. La vidéo
vidéo ferait 6 minutes. Le procureur de Marseille n'aurait pas... Qui insiste, qui se dédouane, puisque le procureur de Marseille a demandé au détenteur de cette vidéo de la rendre à la justice. Paris Match se dédouane. Nous n'avons pas cette vidéo. Alors, le détenteur de cette vidéo, ça pourrait être un enquêteur, ça pourrait être... Paris Match dit que c'est une source donc proche de l'enquête. Ils sont apparemment passés par plusieurs intermédiaires. On ne sait pas si Paris Match a déboursé une somme d'argent pour ça, évidemment, ils n'en parlent pas, mais on est en droit de se demander comment ils ont réussi à visionner une vidéo qui fait plusieurs minutes, des dizaines de fois, sans l'avoir en leur possession. Est-ce qu'ils l'ont filmé eux-mêmes? Est-ce que cette personne est venue dans les locaux de Paris Match, puisque c'est la rédaction de Paris Match qui l'a visionné? Beaucoup de questions. En tout cas, il fallait bien qu'il y ait un peu de mystère qui entoure ce drame de l'aviation. Direction la Russie. À présent, la Russie, manifestement, pas très rodée en matière de poisson d'avril. Non, alors c'était un site anglais, l'EU Observer, qui s'était amusé à révéler 1er avril oblige que la France allait livrer à l'Union européenne ces 2 navires de guerre Mistral, donc navires qui ont été commandés, on le sait, par la Russie, mais dont la livraison est bloquée depuis l'annexion de la Crimée. Sauf que les médias russes, eh bien, ils n'ont pas compris la blague, raconte le Figaro, et se sont jetés sur l'information. Et pourtant, au-delà de la date 1er avril, qui pourrait prêter à confusion, eh bien, le canular aurait pu être évident. Par exemple, l'un des 2 bateaux, surnommé le Sébastopol, devait être renommé le Junker, donc nom du président de la Commission européenne. Le second, Federica Mogherini, pardonnez-moi, donc la chef de la diplomatie européenne. Ce second bateau qui devait même être stationné à Lampedusa, donc l'île italienne où débarquent par dizaines les bateaux d'immigrés clandestins, sans compter que l'achat devait être financé en grande partie par la Banque centrale européenne. Les médias moscovites qui ne sont pas très rodés à ce poisson. Vous les avez attendus hier, Myriam Aman, je les ai un peu traqués, mais je trouve qu'avec les années, ils se font de plus en plus rares, ou en tout cas de plus en plus discrets. Il y en a eu quelques-uns en Israël, des rumeurs de divorce entre Benjamin Netanyahou et Sarah Netanyahou. Il y en a eu quelques-uns quand même, les Israéliens. Oui, mais je trouve que ça perd un petit peu je me rappelle à l'époque, les rédactions s'asseyaient vraiment pour savoir quel genre de canular ils allaient faire pour leurs auditeurs, leurs téléspectateurs ou leurs lecteurs. Cette fois-ci, on a l'impression qu'ils ont peur de la bourde, toujours, d'aller trop loin, toujours trop loin. Et voilà, donc ils font marche arrière, mais celle-là, elle est pas mal quand même. Ce poisson d'avril-là est pas mal quand même. C'était plein de symboles, c'était agréable. Allez, on parle high-tech à présent avec un bouton pour faire les courses de chez soi. Oui, avez-vous jamais été coincé aux toilettes sans rouleau de papier? Vous n'avez pas besoin de répondre, c'est le Guardian qui vous pose la question. Le Guardian vous pose la question et fort de son éternel flegme britannique d'insister, Amazon vous permettra bientôt de commander de nouveaux rouleaux, même s'ils risquent de ne pas arriver à temps. Ce n'est pas un poisson d'avril, précise la Stampa en Italie. On parle d'Amazon Dash, des boutons ménagers sur des objets connectés. Collez-les, ces petits boutons, collez-les sur votre cafetière, votre machine à laver ou vos WC. Quand votre stock se réduit, il suffit d'appuyer sur le bouton pour commander du café, de la lessive ou, on l'a compris, du papier toilette. C'est ce que nous explique 20 minutes qui précise les détails de la commande peuvent se programmer via une application. La liste des produits comprend, attention, 255 références de produits, ce qui devrait en plus s'allonger, depuis des crèmes hydratantes aux barres de céréales en passant par les couches culottes. Vous avez même des produits alimentaires pour les gens et les animaux. Bref, et si vos enfants appuient 5 fois sur le bouton, s'inquiète le quotidien 20 minutes, eh bien une confirmation est envoyée par une notification smartphone et une commande peut être annulée. Ouf, le ouf a été aussi soupiré en plateau par mes 2 collègues. On voyait Myri penser à ses enfants. Je me dis à chaque fois qu'il me manque quelque chose, je prends mon petit bloc-notes, je note pour les prochaines courses. Je me dis là, c'est pratique. Mais non, il faut penser à la maison connectée maintenant. Moi, je pense à mes enfants qui vont se foutre de moi dans 20 ans en train de faire ma liste de courses avec un crayon dans la main. Ou le crayon, voilà. Et ben voilà, maintenant c'est le smartphone. Alors on va finir avec une sorte de jeu de rôle un peu particulier puisqu'il consiste à se mettre dans la peau d'un réfugié syrien. Voilà, comment rejoindriez-vous l'Europe si vous étiez vous-même un réfugié syrien? C'est la question que vous pose la BBC sur son site internet qui vous permet donc de faire votre propre voyage et qui vous propose une série d'alternatives. Sauver une vie ou passer la frontière, passer par la mer ou passer par les terres, payer peut-être un passeur. Slate a testé et raconte sous une forme ludique, ce voyage permet de mieux comprendre les vrais dilemmes auxquels les migrants sont forcés de faire face. D'ailleurs, les choix et les effets qui en découlent sont fondés, attention, sur les témoignages de réfugiés syriens
ayant réellement tenté de rejoindre l'Europe. Alors à vous de voir si vous vous retrouverez séparés de votre famille ou dans un camp en Turquie. Voilà, une façon en tout cas de se mettre un peu plus dans la peau de ces réfugiés dont on a tiré manifestement et malheureusement qu'ils ne sont pas seulement syriens mais que cela dépasse les frontières. Merci Betsabé, merci Myri. Betsabé, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants puisque sans relation aucune, nous parlerons de binge drinking ou biture express si vous préférez. Autrement dit, c'est la consommation de 12 unités d'alcool, voire plus à un moment donné, typiquement en fin de semaine, le week-end. Conséquences, affluence aux urgences, accidents de la route, augmentation du nombre de policiers en service. C'est donc Betsabé qui décortiquera pour nous ce phénomène de société. C'est juste après un nouveau journal. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning avec moi, Rudy, Saada, Betsabé, Salem. Merci à vous de nous avoir rejoints pour cette dernière partie. On va commencer, Rudy, par la revue du web et ce flagrant délit de copier-coller. On va dire que c'est le plagiat des temps modernes hein, et c'est made in des parlementaires de l'UMP en France. Absolument. Alors écrire une loi, c'est souvent fastidieux. Imaginez une proposition de loi, c'est encore pire. C'est long et la tentation de se laisser aller à faire du copier-coller eh bien, est quasi irrésistible. Et ce sont en effet les députés UMP qui ont été pris le clavier dans le sac le 11 mars dernier et ils ont déposé une proposition de loi pour la reconnaissance par la France du génocide assyrien de 1915. Et quand on dépose une proposition de loi, on doit préparer un texte hein, pour convaincre les autres parlementaires de le voter. Alors comme on parle d'un fait historique, il était donc important de resituer le contexte et de bien l'expliquer. Et donc à l'heure d'Internet, qui explique le mieux, Nathalie ? Alors, j'ai vu votre source, mais je ne suis pas certaine. Bah si, Wikipédia, l'encyclopédie participative, c'est devenu la référence mondiale dans laquelle on pioche le savoir. Alors, je pense que c'est surtout ça le problème en fait, pas forcément le copier-coller, mais surtout la source, parce que Wikipédia, il faut y faire attention. Absolument. Alors Wikipédia, on le rappelle, hein, ce sont les internautes eux-mêmes qui le font et qui le rédigent. Alors les parlementaires ont fait mieux que trouver les infos, ils ont même trouvé les phrases toutes faites, un bon gros copier-coller des familles, comme on en a tous fait un jour, il faut l'avouer. Sauf que du coup, vous l'avez dit, clavier dans le sac, un parlementaire Europe Écologie Les Verts qui a finalement mis le doigt sur la supercherie. Oui, il était très facile en fait de voir d'où venait le texte parce que les députés n'ont copié aussi les hyperliens qui renvoient à d'autres articles. Alors ce député c'est Pierre Januel, il a tweeté... Ah, ils l'ont pas fait dans la dentelle. Non, il a tweeté les deux textes identiques et donc cette histoire est devenue virale. Au-delà du tacle au député UMP, cette petite histoire lève un tabou. Oui, le copier-coller est une erreur bien humaine. Vous faites attention quand vous copiez-collez. Surtout, ils ne savent pas comment on copie-colle sans garder le format. Sans les liens, voyons. Voilà. Enfin, faut il y a une option. Il y a une option très simple pour passer un petit peu plus insidieusement. On voit l'expérience. On voit l'experte, ouais. On continue à parler d'Internet avec ce nouveau clip, un nouveau clip événement, celui de Stromae, un clip qui critique les réseaux sociaux. Oui, on ne pouvait pas passer à côté ce matin. Chacune de ces productions est un événement en soi. Le chanteur belge a une fois de plus frappé très fort pour le clip de son single intitulé Carmen. La chanson, donc, vous l'avez dit, critique Twitter et les relations humaines qui en découlent avec ces fameux réseaux sociaux. Et le génie de Stromae, c'est qu'il sait prolonger sa musique par des images et des mises en scène toujours spectaculaires. Alors pour Carmen, il a fait appel à Sylvain Chaumet, c'est le réalisateur du film Les Triplettes de Belleville. Le buzz a été immédiat, plus de 3,5 millions de vues en moins de 24 heures. Ce clip est assez glaçant, il a déjà fait le tour du monde et je vous propose d'en regarder un extrait si vous ne l'avez pas déjà vu sur internet. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Prends garde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime,
ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. L'amour est enfant de la consommation. Il faudra toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Alors c'est terrible, mais c'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait. Puis à la fin du clip, vous le découvrirez, c'est l'oiseau Twitter qui mange l'être humain. Donc c'est une vision sombre, mais qui a séduit au-delà même du monde francophone. Car il faut noter que le clip a été diffusé en exclusivité sur le site américain BuzzFeed Music. C'est la preuve que la carrière du Belge est en train de décoller outre-Atlantique aussi. Et d'exploser. Vous l'aviez vu, Betsabé, ce clip? Non, j'ai vu qu'on en parlait beaucoup. J'ai pas eu le temps de le visionner. Effectivement, c'est assez impressionnant, c'est assez dramatique. Ouais. C'est triste, c'est vrai. En tout cas, c'est touchant. Allez, on reste sur les réseaux sociaux avec un tout autre sujet, un hashtag qui va intéresser finalement les parents. Betsabé, soyez attentive. À bout de nerfs devant les crises de leurs enfants. Donc en gros, moi je fais des copier-coller et je suis à bout de nerfs avec mes enfants. Oui, mais là vous allez vous reconnaître, Betsabé, Nathalie, en tant que maman, vous savez mieux que quiconque ce que c'est que devoir subir dans un magasin, dans la rue, au jardin, au supermarché, la colère de votre petite chérie. Eh bien, Kristen Howerton, une blogueuse, a bien compris qu'on supporte mieux les caprices intergalactiques de ses enfants quand on sait qu'on n'est pas seul. Depuis 2 ans, elle raconte sur son blog des scènes de la vie quotidienne dans lesquelles ces enfants ont piqué de grosses colères pour des broutilles. Je vous vois sourire et je vous vois vous souvenir. Non, moi j'ai 2 fils qui piquent pas ce genre de colère. Voilà. Je suis désolée pour cette maman. Ouais, vous les piquez pour... Alors chaque histoire... la référence, dis donc cette pique. Chaque histoire s'accompagnait du hashtag #AssaultParents. L'anglophone que vous êtes, Nathalie, fera la traduction toute seule. Alors peu à peu sur Instagram, ce hashtag est devenu un cri de désespoir des parents en détresse devant les caprices des enfants, et cela nous donne des tranches de vie absolument magnifiques sélectionnées par le Huffington Post. Alors regardez par exemple cette grosse colère car la maman ne voulait pas la petite laisser jouer la petite avec des couteaux à steak. Voilà. Ou encore cette... fallait lui donner, c'est dommage. On va voir un classique, hein, la colère ça c'est déjà plus sympa dans un supermarché. Dans un magasin de jouets d'ailleurs. Alors pourquoi la mère explique en dessous, déception pour la petite, motive sa maman lui a dit qu'il n'était pas possible de lui acheter tous les jouets du magasin. Et oui, c'est dur la vie. Et puis ma préférée et même la plus poétique, regardez, c'est la maman, la petite est en larmes car la maman lui a dit qu'effectivement elle ne pouvait pas faire revenir la lune qui était partie. Oh, c'est très Voilà, alors parents, vous n'êtes pas seuls pour se sentir un peu épaulé. Un seul hashtag, #AssaultParents sur Internet, sur Instagram. Et voilà, dur d'être un bébé et d'être parent aussi de temps en temps. On termine cette revue du web, Rudy, avec Pac-Man qui investit les Google Maps. Oui, on ne les présente plus ni l'un ni l'autre. Pac-Man, le jeu vidéo mythique des années 80, et Google Maps, le service de cartographie du géant américain. Eh bien, hier, à l'occasion du 1er avril, Google Maps devenait un terrain de jeu géant. Le principe est simple, vous le voyez, vous choisissez l'endroit que vous souhaitez à travers le monde et dans n'importe quelle partie du monde, vous cliquez sur ce bouton Pac-Man et cela métamorphose votre carte. Voilà, les routes se transforment en jeu de Pac-Man. Alors par exemple, moi, on va le voir, là j'ai joué à proximité des studios de Yafo. Vous voyez la carte des studios et hier tout Internet n'a parlé que ça. Excellent coup de com' pour Google, une fois de plus. Voilà, on ne se demande pas qui vous avez mangé. Rudy, merci beaucoup pour cette revue du web. Rudy, on sait que vous sortez beaucoup. Hein, à l'époque, quand j'étais jeune. Il fut un temps. Il fut un temps. Est-ce que vous pratiquez le binge drinking? Non, mais par contre, j'ai déjà vécu un gens. Vendredi soir. Non. Quelqu'un de très proche. Mais un vendredi soir à Londres, c'est assez glaçant. Alors oui, hein, Londres qui est particulièrement touché. On va parler Londres justement... qui se calme. On va voir que c'est plutôt la France qui est touchée. Je vous laisse parler maintenant. Alors ce phénomène inquiétant, hein, une sorte de beuverie express, donc pour ceux qui affectionnent plus le français, et les jeunes français, vous le disiez, en sont de plus en plus friands. Ouais, alors qu'est-ce que c'est le binge drinking? Eh bien, on peut l'appeler biture express. Effectivement, ça consiste à boire beaucoup d'alcool très vite. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est aussi beaucoup plus vite ivre et beaucoup plus vite et beaucoup plus ivre. Alors les chiffres publiés cette semaine par l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, confirment que ces beuveries express, phénomène initialement
anglo-saxon, justement, a bien été importé en France. Et pour preuve que le binge drinking est en plein essor, regardez, le phénomène concerne 4% des 15-24 ans, 10% des 25-34 ans et 6% des 35-44 ans. Alors, une ivresse dans l'année, ça concerne 46% des jeunes des 18 à 25 ans seulement, un jeune sur deux, alors qu'ils étaient 33%, un tiers il y a 10 ans. Le nombre de jeunes qui ont connu 3 ivresses ou plus a presque doublé, passant de 15 à 29%, donc le double sur la même période, toujours selon les chiffres de l'INPES. Alors les médecins insistent, dans les soirées en plus il ne s'agit plus d'une ivresse, on va dire contrôlée, qui nous arrivait à nous, on parle d'ivresse poussée à l'excès, d'ivresse extrême, ça peut peut-être nous arriver encore occasionnellement. On parle de jeunes qui sont vraiment par terre, sous la table, malades. D'ailleurs, depuis le début des années 2000, eh bien, les consommations d'alcool fort ont éclaté. Alors, on va voir quelles sont les conséquences sur la santé tout à l'heure avec un médecin addictologue, mais une évolution particulièrement remarquable, c'est que finalement, de plus en plus de filles sont adeptes de ce genre de pratique. Voilà, de plus en plus de jeunes femmes, et c'est un changement important. Si on prend par exemple les ivresses régulières, c'est-à-dire plus de 10 ivresses dans l'année, eh bien, les filles sont 5 fois plus qu'il y a 10 ans. 11% des étudiantes sont concernées, elles étaient 2% seulement il y a 10 ans. Et attention, au-delà des violences, vous parlez de conséquences, eh bien l'INPES insiste sur le fait que l'ivresse peut conduire à des comas éthyliques potentiellement mortels, des rapports sexuels non protégés et bien sûr des accidents de la route. Alors sans compter que plus on est jeune, eh bien plus le cerveau est sensible aux produits toxiques et donc à l'alcool, tout comme l'est la dépendance potentielle. On parle donc d'un risque d'addiction qui est plus élevé que chez les adultes. Bref, le binge drinking est devenu un vrai problème de santé publique. Un problème de société, et du coup, il y a l'Assemblée nationale en France qui essaye de légiférer justement. Voilà, un projet de loi qui est en discussion à l'Assemblée, plusieurs mesures visant à réduire les risques d'une consommation excessive d'alcool. Alors on y trouve notamment des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour l'incitation d'un mineur à une consommation excessive d'alcool, ou encore la modulation de ce message sanitaire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé en fonction des produits et des publics, puisque bien sûr les jeunes sont une cible privilégiée des publicités sur l'alcool sur Internet. Maintenant, est-ce que ça suffira? Eh bien, c'est une question qu'on peut encore se poser. Merci beaucoup Bethsabée de nous avoir alerté sur ce sujet. Justement, on voudrait faire réagir le docteur Philippe Michaud. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur notre antenne. Alors, vous êtes médecin addictologue, vous dirigez un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, le centre Victor Segalène à Clichy-la-Garenne. Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'être alerté par ce genre de pratique? Est-ce qu'on peut noter une différence de comportement chez les jeunes qui pratiquent ce genre de consommation? Je pense qu'il faut d'abord se rappeler que le rapport au comité fait état d'évolution qui se passe entre 2005 et 2010. Donc, il s'est passé depuis d'autres évolutions. L'augmentation de la consommation d'alcool sous forme d'ivresse chez les jeunes n'est pas discutable. Et effectivement, elle est problématique. Il faut rappeler quand même que l'ivresse peut être un événement qui provoque des décès. Donc il faut s'en préoccuper. Maintenant, je pense qu'il faut aussi remettre ça dans un contexte plus large, qui est de la consommation d'alcool des Français, qui a baissé ces 50 dernières années de façon régulière, chez les adultes comme chez les jeunes. Et donc c'est plutôt un mode d'alcoolisation particulier qui est l'ivresse qui est concerné. Alors, est-ce que ce mode-là, cette façon-là de boire, elle provoque des risques d'addiction? Toute consommation d'alcool peut à terme provoquer des risques d'addiction. En l'occurrence, l'apparition d'une dépendance chez les jeunes est quand même assez rare, parce que la consommation d'alcool sur ce mode-là est loin d'être quotidienne. Maintenant, on peut entrer dans notre dépendance à l'alcool sur une longue période par rapport à une consommation d'ivresse répétée. L'augmentation de la fréquence de l'ivresse peut être une façon de rentrer dans la vie. Comment justement on passe de ces beuveries occasionnelles à l'alcoolisme à proprement parler? Écoutez, pour ce que nous on peut en voir, c'est souvent le cas chez des jeunes qui sont dans une grande détresse sociale et pas seulement psychologique, et pas seulement dans la consommation d'alcool. En l'occurrence, c'est souvent le cas chez des jeunes dont
la situation personnelle est celle de quelqu'un qui n'est plus ni dans le circuit scolaire ni au travail et qui a une augmentation de la fréquence des alcoolisations parce que de l'alcoolisation du week-end, ça passe à des alcoolisations qui envahissent progressivement la semaine. C'est ça qu'on peut voir le plus souvent pour ce genre d'évolution. Alors on l'a dit, hein, les jeunes sont particulièrement touchés, les adultes aussi, les parents. Les jeunes ne sont pas particulièrement touchés, les jeunes consomment moins que leurs parents. Il faut quand même aussi se rappeler ça, c'est que c'est parce que les parents boivent que les enfants boivent. Il y a évidemment un phénomène d'imitation des pères, parce que là, il y a une forme de contagion de certains comportements d'alcoolisation délibérée. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que les jeunes sont initiés à l'alcool la plupart du temps dans leur famille. Donc en fait, un des aspects de la prévention de ce genre de trouble, c'est de parler en famille de ce que c'est que l'alcool, de la façon dont on peut user et abuser de ce produit, et de veiller aussi à ne pas donner l'exemple de banaliser la consommation d'alcool. Et voilà, ne pas banaliser, prévenir plutôt que guérir. Merci beaucoup, docteur Philippe Michaud, d'être intervenu sur notre antenne. Dans la prévention. Très bien, merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup à vous, excellente journée. C'est ainsi que l'on termine cette édition, vous le voyez, avec beaucoup de projets éducatifs notamment. Prochain journal à suivre sur i24 News, toute l'info qui continue également sur notre site internet i24news.tv. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Morning.